ont répété une choré. Parce que c'est ça aussi, Make Me Pulse, c'est un groupe de danse, d'où le nom. Et non, en tout cas, c'est ce qui est une petite anecdote pour redevenir un peu sérieux. Quand j'ai commencé à contacter des gens pour les faire venir ici, j'avais en tête d'essayer d'équilibrer un peu, de panacher les intervenants pour qu'il n'y ait pas que ce soit pas que pur techos, pur créa ou pur machin. Bon, je sais pas si ça a très bien marché, mais ça a fait, en tout cas, ça a fait comme ça. Quand j'ai demandé à Make Me Pulse, il y a leur patron qui m'a répondu en me disant: si les gars ils sont d'accord, c'est good, en gros. Le mec est super expansif, quoi. Et donc ça veut dire que s'ils sont là, ça veut dire que c'est eux qui ont insisté pour venir. Et Make Me Pulse, c'est pour moi, avec quelques autres, dont les Michel qu'on a eu ce matin, juste une des meilleures boîtes qui font les plus beaux sites en ce moment du monde et de l'univers. Et quand on pense qu'en plus, ils chantent et ils dansent, voilà, je vous souhaite une très bonne session. Alors bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on a fait un super logo, trop cool. Un logo pour l'occasion. Alors du coup on va se présenter. Alors il n'y a pas nos têtes parce qu'on a oublié. Du coup bah vu que vous les voyez en temps réel, du coup c'est mieux en fait. Voilà, donc Christophe, Florentin et puis moi, William. Donc on bosse chez Make Me Pulse comme Nico l'a dit. Pour résumer ce que c'est on est plutôt une petite boîte de prod, on est 20 maintenant. Ouais. Et on fait plutôt des expériences de type 3D temps réel, donc ça va être du WebGL, de réalité augmentée, de la réalité mixée, je sais pas comment ça se dit comme ça, du Unity, des installations, plein de trucs, enfin on fait plein de trucs quoi. Voilà, trop de trucs. Mais du coup, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le web, parce que gros, c'est les graphiques sur le web. Et on a voulu, donc là, on s'est motivé pour faire une petite démo, pour montrer un peu notre workflow tout au long d'un projet. Donc on a essayé de faire un projet qui va couvrir tout le spectre de tâches qu'on a à faire. Donc voilà, on va parler de WebGL, mais pas que, on va parler des outils aussi qu'on utilise pour arriver au résultat attendu. Demo time. Contrôle flèche. Non, pas cette flèche-là. Contrôle flèche gauche. Ok. Active le son. Activation du son. Ça arrive. Voilà. Donc c'est l'hiver qui arrive, hein, on a fait une petite démo, on s'est chauffé pour faire une montagne enneigée. Enfin, chauffer. On s'est allons-y. Après ça boucle, voilà. Très bien, on revient où on a été, donc contrôle flèche droite. Voilà. Et play. Parfaitement exécuté. Ouais.
Voilà, suite du plan. Alors du coup, en général, quand on a des tâches à faire, qu'on vient nous voir pour faire un truc, la première action qu'on se pose à chaque fois, c'est chaud mon gars, comment on fait? À chaque fois. Donc du coup, il faut itérer beaucoup, il faut échouer beaucoup, il faut essayer beaucoup de choses, mais il y a quand même quelques bases qui vont rester. C'est vu que finalement je fais comme ça au final. Du coup, on va décomposer la scène qu'on vient de vous montrer en plusieurs étapes. Donc il y a la montagne, obvious, la neige, les nuages, / brouillard et la caméra. Alors, au début, du coup, on s'est demandé comment on allait faire cette masse de triangle qui est la montagne. Il y a plusieurs outils pour le faire. Blender, CKD, tous les trucs. Ils font des landscapes. Mais on a voulu plus se concentrer sur un logiciel qui s'appelle World Machine et qui permet en fait de générer des terrains avec des options, des formules mathématiques préconfigurées. Ça ressemble à ça, c'est vraiment dégueulasse, clairement. Donc on a des options comme voilà, des montagnes, du noise de type Perlin, de l'érosion, comment va agir la neige sur les montagnes. Et à partir une fois qu'on a notre système nodal, on peut sortir des outputs, des sorties de ça. Donc une 8 map, une normal map, un mesh, que là il n'est pas connecté, mais en général on va le connecter à l'érosion par exemple, et une albédo. Un petit timelapse que j'ai vilainement volé sur les internets. Ça montre un peu ce qu'on peut faire avec World Machine. Ça vous plaît? Ouais. Au final, on a ça. Donc, on a un truc qui ressemble à une montagne. Voilà, c'est blanc et noir. Et il y a des pics. On fait OK, c'est cool. Alors, le bonus de World Machine, c'est qu'on peut exporter le mesh dans son ensemble, là, comme vous voyez. Soit on peut exporter ça en tile. Et c'est là où ça nous a intéressé en fait, parce que pour loader tout un monde comme ça, en général, on va pouvoir le découper en plusieurs morceaux. Et World Machine le fait automatiquement pour vous. Donc après, World Machine, qu'est-ce qu'on fait? Blender, donc on a Max ce matin qui nous a parlé de Blender, c'est charmé. Nous aussi on trouve que c'est charmé. Du coup, une fois qu'on a toutes les tiles qui sont découpées, qu'est-ce qu'on en fait? On les place sur Blender. Bon, clairement, c'est ultra relou. Donc, on a fait du 8x8 au fait, donc il y a 64 tiles. Donc, imaginez bien faire ça 64 fois, c'est pas possible. Du coup, on a plutôt fait un script Python. Donc, faire des scripts Python dans Blender, c'est vraiment intégré dans notre workflow. C'est quelque chose qu'on fait très souvent parce que Blender est un petit hyper puissant. Mais faire les tâches comme ça, placer des machins, etc., au fur et à mesure, c'est très contraignant, il faut aller vite. Dans un contexte de production, il faut aller vite, on n'a pas le temps de niaiser. Donc voilà, on a fait un outil qui importe les tiles. Donc on renseigne un path, on importe les tiles. Quand ça va importer, ça va les placer, ça va les renommer, ça va créer les matériaux adéquats. Et c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on peut les décimer, donc on peut faire du LOD. Et on peut ensuite les réexporter où on veut. Donc là, on fait un petit script Python qui nous donne un panel ici. Et voilà, on appuie sur un bouton et c'est magique. Donc on a vu que ça crée aussi des matériaux juste en dessous. Donc si vous voulez avoir une preview dans Blender, c'est possible facilement. Et c'est là que j'interviens, parce que du coup, une fois qu'on a nos mèches de créer, vient la question du rendu.
Alors, comment on rend c'est beau, c'est le Belnel, c'est le Belroche et compagnie. Et nous, on utilise un workflow de matériaux qui est devenu de plus en plus répandu, surtout dans le monde du jeu vidéo, et avant ça, même dans l'animation, qui s'appelle le PBR, donc le Physically Based Rendering. Donc c'est un modèle de matériaux comme parmi tant d'autres. Il y a le fond matériel, il y a le Lambert, le flat. Le PBR, lui, c'est un autre qui lui a pour objectif de chercher à rendre des objets le plus réaliste possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire le plus réaliste possible? C'est-à-dire qu'on va utiliser des paramètres qu'on a étudiés de scientifiques. On va utiliser des véritables données pour pouvoir rendre tel matériau, telle roche, de telle façon face à la lumière. Genre si je prends cette chaise, cette valeur de plastique, elle va rendre de telle façon si la lumière réfléchit dessus, et ainsi de suite. Donc c'est l'une des grosses particularités du PBR, c'est de créer des matériaux, un rendu basé sur des valeurs mathématiques et scientifiques. La deuxième particularité de ce matériau, c'est qu'il a plusieurs approches. En fait, il n'y a pas vraiment de vraie bonne manière de faire du PBR. En fait, c'est toute une série de concepts qui se ressemblent plus ou moins et après qui se rejoignent autour d'un rendu qui reste plus ou moins similaire d'un moteur à l'autre. Par exemple, sur l'Unreal Engine, on est plutôt friand du Metalness model, alors que sur comment il s'appelle déjà? Bon, le CryEngine, on utilise plutôt la Specular Model. Voilà, c'est des approches différentes, pourtant les rendus sont relativement équivalents. Mais voilà. Ensuite, avec ce type de matériaux, du coup, il y a toute une série de textures ou de concepts qui viennent avec. Donc une génération de glossiness, une génération d'une metalness, une génération d'environnement. Du coup, plutôt que de prendre une photo simple, on va prendre une photo qui a une photo HDR. Voilà, ainsi de suite. Et alors, pour ceux qui ont pu lire notre article sur NanoGL, du coup, nous, on a montré un exemple de notre interprétation du matériel PBR. Et nous, dans notre interprétation, on utilise par exemple 3 types de textures. On utilise la texture de normale, qui est tout à gauche, la texture d'albédo, la texture de spéculaire et la texture de gloss. Donc la texture de normale, je pense que vous avez peut-être vu au fil de la journée, c'est ce qui va rediriger la lumière. La texture d'albédo, c'est la couleur brute du matériau, sans ombre, sans rien, dénuée de tout effet. La couleur spéculaire, c'est la texture de spéculaire va permettre de dire si c'est blanc, ça va réfléchir beaucoup plus, si c'est noir, ça ne réfléchit pas du tout. Et la texture de glossiness, tout simplement, c'est ce qu'on voit sur... Ah, vas-y, reviens. Ce serait cool. Voilà, c'est ce qui permet de dire que sur cette partie-là, ça va renvoyer complètement la lumière, tel un miroir. Plus ce sera blanc, plus ça va renvoyer tout leur environnement full patate. Ici, plus c'est noir, moins il renverra les choses, et en fait, ce sera plutôt flouté. Ce sera plus diffus. Alors du coup, ça va se poser la question, parce qu'on revient sur notre montagne. Alors, si on revient ici, en fait, on a déjà 4 textures à générer. Alors, c'est un petit cercle tout seul, c'est très mignon. En vrai, on a 4 textures pour 64 tiles. Alors, je vous laisse faire les multiplications, ça fait déjà un certain nombre. Alors, du coup, là, l'albédo, la normale, la spéculaire et compagnie, voilà. 64 x 3 textures. Ensuite, nous, on pousse le vice un peu plus loin, c'est qu'on crée des textures qui sont compressées, c'est-à-dire des textures qui sont optimisées pour la carte graphique. Il y a des textures qui digèrent vachement mieux. Le JPEG, il fait un peu la tronche, alors que le DDS, il adore ça. Il sait le digérer facilement. Et du coup, nous, on s'amuse à faire plaisir à notre carte graphique. Pour le PC, on fait du DDS. Pour iOS, ils préfèrent le PVR. Et puis, il y a certains Android un peu exotiques qui préfèrent le KTX. Du coup, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et du coup, 64 tuiles, x 4 textures, x 3 formats différents. Alors, j'espère que quelqu'un me donnera le résultat à la fin. Ça fait beaucoup de textures. J'attendrai une réponse. Ensuite, on a une autre chose, c'est qu'on a nos modèles, donc nos fameux meshes qui viennent de Blender, qui eux du coup sont des FBX. Et pareil, on a testé, je me putain, on a 64 FBX à charger, c'est long. Du coup, il existe un autre format qui s'appelle l'AWD qui lui dit, ça trop vite, 64 fois. Alors vous imaginez le nombre de choses à générer en texture, en type de texture et en mesh différents.
Si vous venez à MMP, vous demandez la taille de nos dossiers, c'est faramineux le nombre de fichiers qu'il y a à l'intérieur. Enfin, non, regardez surtout pas, en fait, c'est vraiment... Du coup, en fait, nous, au bout d'un moment, on s'est dit, oh là, il faut installer ça, il faut installer ci, il faut installer ça. Quand quelqu'un arrive à MMP, on lui dit, attends, on va prendre 2 jours pour t'installer tous les logiciels qu'il faut pour générer tout ce merdier. Excusez-moi. Du coup, on a créé un petit outil qui s'appelle Naniro, qui va nous permettre, donc c'est une petite interface toute simple, on drag and drop des fichiers, donc des JPEG, des FBX et compagnie. On choisit les sorties, donc un FBX, DDS, KTS, KTX, etc. On appuie sur le bouton Process, on va manger, on revient, c'est terminé, il nous a géré toutes les textures dans le bon ordre, le bon format, les bons nommages et compagnie. On le met dans le WebGL et ça fonctionne. Et le deuxième avantage de cet outil, c'est que du coup, on peut enregistrer les configurations telles qu'elles ont été faites et partager aux copains. Voilà. Le meilleur moyen de faire du WebGL entre amis. Donc là, une petite démo, donc je vais prendre une petite texture de normal, je l'ouvre, hop là, je lui crée une petite sortie, voilà, une texture compressée, un petit DDS, hop, 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 je veux la flipper, je veux les bitmaps, je refais une autre en JPEG aussi, hop, une petite dernière en KTX, je configure tout ça, tac, 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 ça processe, ça met un pourcentage, je vais manger, je reviens, c'est généré. Voilà, ça me fait plaisir. Du coup, on a nos textures. Voilà, on a les textures, c'est charmé. Mais non, il va falloir les loader et les afficher dans notre browser. Donc là, je l'ai mis en Faded Ghost. En fait, on utilise beaucoup un logiciel qui s'appelle Marmoset, version 2, qui permet, en fait, c'est un outil de preview PBR. Donc vous drag and droppez un modèle, vous drag and droppez vos fichiers. Et il y a un viewer WebGL qui permet de un peu voir ce que vous aurez au final derrière WebGL. Donc ça permet, avant de passer au code en WebGL, ça permet de juste avoir un outil qui nous donnera ce qu'on aura au final. Donc en fait, le truc, c'est qu'on a essayé au maximum dans notre NanoGL PBR d'imiter Marmoset. Donc en général, ce qu'on a dans Marmoset, on l'aura dans le web après. Donc une fois qu'on a nos textures, le modèle, etc., on load et on a ça. Et en bonus, j'ai mis un contrôleur de soleil. Voilà. On parlait de substance. Du coup, donc on avait le rendu en WebGL. Donc on avait rendu, on voyait de près et on savait qu'on avait en tête qu'on allait faire un pass de caméra qui allait se rapprocher et s'éloigner. Du coup, on a rajouté une texture de détail. Donc j'ai généré une texture de détail pour la map de neige du coup, qui viendront s'ajouter ensuite sur l'albédo, l'albédo et la normal map. Donc elle a été générée sur Substance Designer. Donc on voulait l'essayer pour cette occasion et en fait ça fonctionne un peu comme World Machine où il y a des boîtes qu'on va brancher et ici ça va être une accumulation en fait de bruit et de blur qui vont donner et la normale, qui vont vallonner d'abord la map de neige, ensuite qui vont donner des scintillements, qui vont donner des aspérités et en combinant donc ces maps que Substance va nous sortir, on peut rajouter cette détail, ouais, la normale. On voit pas trop. Ouais, ça se voit pas trop, les normal map. Et on peut l'ajouter donc sur la montagne en mixant avec l'albédo, ce qui donne un grain à la neige en fait qu'on peut pouvoir décaler en fait on peut se voir se décaler en fonction du tiling. L'avantage de Substance aussi, c'est qu'il génère des textures qui vont tiler, donc qui vont se répéter en fait. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un noise qui se répète et donc on peut avoir un matériel qui recouvre des grandes distances et des grandes superficies. Et du coup, Will va vous parler des performances avec toutes ces montagnes qu'on commence à mettre ensemble. Ça commence à faire lourd. Parce qu'on a 64 tiles du coup, on a fait un peu de test dans World Machine et on a décidé d'exporter des mèches qui font maximum 65 000 faces qui correspondent magiquement avec un buffer en WebGL. Donc on voulait qu'une tile rentre
un mesh rentre dans un buffer. Donc il a fallu optimiser ça. Sauf que ça fait 65 000 faces fois 64. Pareil, vous aurez le résultat qui est sans vrai. Ça fait beaucoup. Du coup, on utilise une technique qui s'appelle le Frostrum culling, qui permet, donc j'ai j'ai récupéré l'internet, un GIF du jeu vidéo Horizon sur PS4. Je remets si vous ne connaissez pas. Donc le principe, c'est tout ce qui est dans l'angle de la caméra, dans le champ de vision de la caméra, entre le plan qui est près et le plan qui est loin. Tout ce qui est en dehors de ça ne sera pas rendu. Et vu que nous, notre but, c'était d'avoir un parcours dans la montagne, ça fait que forcément, il y aurait vraiment beaucoup de tailles qui seraient pas visibles en fait. Donc ça s'imposait naturellement. Donc en général, tous les moteurs les plus connus, Unity, Unreal, même Three.js, ils ont tous leur Frostrum culling. Après, il faut le faire, quoi. C'est un peu relou, mais c'est perf. Et deuxième optimisation, le level of detail et LOD. Donc au final, même en mode debug, donc on avait un arbitre contrôle et du coup on voyait forcément toutes les tailles. Donc ça fait beaucoup, toujours. Et du coup, le Frostrum culling ne sert plus à rien parce que vu qu'on voit tout, il faut tout afficher. Donc là, on a une autre technique qui permet, en fonction de la caméra, de la distance de l'objet à la caméra, on va afficher un mesh plus ou moins dense. Et du coup, si vous vous souvenez du petit plugin Blender qu'on a fait, il y avait un bouton Decimate. Donc c'est ce qui permet de générer plusieurs meshes. En général, on en fait 3. On fait une version high, medium qui divise par 2. Et une version vraiment lolo qui est le 10e du mesh. Vraiment pour les objets très très longs. Et je vais laisser, du coup, maintenant on a une montagne qui s'affiche, mais elle est statique. Il va falloir donner un peu de vie à tout ça. Elle va nous en parler. Du coup, pour donner de la vie, on a décidé d'intégrer une tempête, donc un effet de tempête plutôt légère, mais tempête quand même. Et du coup, on a découpé cet effet, on s'est dit qu'on allait le découper en 3 parties, 3 blocs. Donc la neige qui va répondre au vent et le vent qui va souffler de plus en plus fort. Et une base de post-processing pour donner un grain à l'image et changer tout ce qu'on peut changer côté image. Et ajouter de la brume et des nuages pour pour donner plus de volume à la scène. Donc pour la neige, on a fait un système de particules donc qui sont les points qui sont le meilleur moyen de dessiner des points dès qu'on a en WebGL, donc qui sont plus optimales. Donc c'est un système de particules qui englobe toute la montagne. Ça donne les particules, elles sont physiques, elles sont présentes dans la scène et du coup la caméra peut se déplacer à l'intérieur, ce qui donne une meilleure réponse au mouvement et à la rotation de la caméra. Donc le problème des gels points, c'est qu'ils sont carrés et qui ont globalement uniquement la même taille, qui sont indépendants de la projection. Du coup, on ajoute une spreadsheet sur ces gels points. Et ces points vont du coup récupérer le bon fragment, la bonne texture qu'il faut. Elle est en noir et blanche, car au niveau au final c'est une alpha map, donc ils sont tous rendus en transparence. Du coup, maintenant qu'on a des points dans la montagne, on va devoir les faire bouger. Du coup, on est parti sur une simulation de vent, mais pas une simulation de fluide en tant que telle, car le vent il se caractérise par des grandes variations de vitesse, il dépend du terrain et il peut changer d'orientation et changer de direction et d'intensité. Et cette simulation, le déplacement de tous ces points est beaucoup trop intensif côté CPU, du coup on est obligé de le faire côté carte graphique. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les positions précédentes des points. Du coup, on est obligé d'itérer sur ces points et donc on utilise une technique qui s'appelle le GPGPU. Donc, ce nom barbare, au final, qui est assez simple, c'est d'écrire concrètement des informations dans une texture. Donc, on va dessiner dans une texture des positions et en fait, on va lire après ces positions en niveau de couleur, en fait. Et donc la vitesse et la position des particules sont dessinées dans un frame buffer object qui permet de dessiner à l'intérieur, en fait, de dessiner en dehors de l'écran.
et on lit en fait ces couleurs qui vont s'ajouter ensuite à la particule. Et donc pour la vélocité, pour optimiser, on n'a pas voulu partir sur une simulation complexe de vent, de fluide et en 3D. On le découpe du coup en deux parties. C'est un vecteur de vent qui va s'ajouter à la vitesse, donc une direction, et un simplex noise en fonction de la position. Donc le simplex noise, en fait, c'est un aléatoire contrôlé, donc qui permet en fait d'avoir vraiment des aspects lisses sur l'aléatoire. Donc on ne contrôle pas ce qu'on va recevoir, mais il n'y a pas de discontinuité. À gauche, vous pouvez voir un bruit non contrôlé, à droite, un bruit plus contrôlé. Et on ajoute en plus de ça un facteur aléatoire au flocon. Donc ce qui donne ce déplacement. Donc maintenant, on voit les flocons qui peuvent bouger, qui se déplacent de manière un peu organique. Donc c'est le déplacement du simplex noise, donc qui donne des déplacements aléatoires, mais qui restent fluides dans le mouvement. Et on peut l'orienter grâce au vecteur vent et accélérer, ralentir l'intensité. Donc maintenant qu'on a ça fonctionnait plutôt bien. Sauf que on est confronté à deux problèmes. C'est que les particules rentrent dans la montagne et peuvent sortir et peuvent bouger à l'intérieur de la montagne. Et ça reste un mouvement très linéaire et qui au final suit globalement le vecteur vent et avec des variations au sein du noise. Donc pour ça, on a décidé de perturber la vélocité en fonction de la heightmap et de la normale. Donc en exportant la heightmap qui donne le niveau de hauteur de la montagne, on peut savoir si on est en dessus ou en dessous de la montagne. Donc on a notre flocon qui arrive avec une vélocité. On va lire la heightmap pour savoir où il se situe avec la montagne. Et on ajoute les couleurs de la normal map, donc qui sont les orientations du coup des faces, pour faire glisser en fait la particule sur cette montagne. Et on obtient notre nouvelle vélocité. Donc avec cette application, on voit rapidement des flux se créer dans les vallées, et un mouvement un peu plus chaotique et avec par moments des tourbillons qui représentent un peu du vent. Donc avec cette astuce, on arrive à simuler du vent sans rentrer dans une simulation fluide. Donc grâce à la technique de GPGPU, on doit dessiner dans un frame buffer, sauf que ce dessin dans une texture peut présenter des problèmes de performance, surtout quand on commence à brancher tous les morceaux. Donc on commence à avoir le rendu de la montagne, le rendu du post-process. Donc on a été confronté à des problèmes de performance. Donc on a pu utiliser une nouvelle fonctionnalité de WebGL 2, donc qui est le transform feedback, donc qui permet concrètement de faire ce que fait GPGPU, donc d'écrire dans une texture, sauf qu'on le fait en un seul dessin et on récupère tout ça dans un nouveau buffer. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus qu'un seul dessin et non plus trois pour la vélocité, la position et le dessin. Et on alterne entre deux buffers à chaque fois, donc ce qui permet de gagner beaucoup de performance. Donc on a eu pour ajouter du volume à ces particules et ajouter des traînées derrière la neige, on aura rajouté du motion blur. Donc l'avantage qu'on pouvait avoir grâce à la technique du transform feedback, c'est qu'on avait les variations de position au moment du dessin. Donc ce qui permet au final de calculer cette variation de position écran pour accumuler des textures et avoir un effet de traînée derrière en opacité. Et donc voici l'effet une fois composité et tel qu'il est dans l'expérience. Donc on peut voir le mouvement de neige qui part sur un des versants de la montagne, et dès qu'on se retourne sur l'autre côté, on peut voir la neige qui s'engouffre plus vers l'intérieur et qui part en tourbillon avec des flocons qui viennent sur le côté. Donc après la neige, on a rajouté du post-processing, donc qui vient un effet de on le voit presque pas, un peu. On a rajouté un effet de givre sur la caméra, donc pour symboliser les accélérations de la tempête. Donc cet effet de givre, il s'intègre dans une passe de post-processing, donc ils sont tous les effets qu'on peut faire dans l'image. Donc une passe d'inversion des couleurs, une passe de blur, et à la fin on l'a. Donc c'est tout ce qu'on peut faire en calcul sur l'image. Nous, dans notre module de post-processing,
on recompile tous ces effets qu'on peut rendre en une seule fois. Donc on les empile dans un seul programme. Et on peut ajouter des effets custom, on peut brancher des effets custom dessus. Et donc cet effet qui, au final, se constitue juste de deux maps. La map de givre qu'on a récupérée de Substance et de la texture de neige. Et une map de progression qu'on combine et dont on voit pas très bien les couleurs. Mais avec deux masques, deux couleurs. La couleur rouge qui va donner la progression et la couleur verte qui va donner la couleur du givre et mixer les deux pour avoir un effet de diffraction et de glace par-dessus et qui donne un effet de... c'est une map de déplacement. Et du coup, pour rajouter un peu plus de vie, on a rajouté de la brume que je vais laisser Christophe vous présenter. Alors oui, pour créer l'effet de brume, on est parti en fait sur ce qui se rapproche à peu près de la même façon, c'est la génération d'un nuage. Donc pour générer un nuage, en fait, déjà notre intention c'était de créer une forme générative, donc qui pourrait évoluer au fil du temps et qui serait pas trop gourmande. C'est vrai que générer des nuages avec des effets de lumière et ce genre de choses, c'est vrai que très vite quand on pousse le vis, ça peut vite devenir une solution gourmande. Donc ça c'était notre intention. Donc moi, c'est vrai que quand je m'embarque sur ce genre de choses que je ne connais pas trop, je me dis que le plus bel outil pour faire des images, c'est déjà Photoshop. Donc Photoshop, par exemple, il m'a créé ce genre de texture, une texture de bruit, donc en noise, qu'on appelle noise en anglais. Et cette texture de bruit, en fait, au fil de mes recherches et de mes études, j'ai compris que cette texture de bruit, on pouvait zoomer dessus. Voilà. J'ai appris qu'on pouvait zoomer sur des images. Et qu'au fur et à mesure des zooms, on pouvait du coup avoir la forme de noise que pouvait montrer Flo auparavant. Et en fait, en combinant ces différents niveaux de zoom, donc je prends le premier qui est juste un fond noir, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. En combinant toutes ces formes-là, je peux retrouver une espèce de forme de nuage. Donc j'ai généré mes noises à différents niveaux de zoom. Ensuite, ces différents niveaux de zoom, je leur ai appliqué un niveau d'opacité différent, qui est progressif, donc à 50%, 25, 12.5, 6.25, 3 et ainsi de suite. Et une fois combiné, je retrouve une espèce de forme de nuage en fait. Donc là, j'essaie de mettre un petit gif pour montrer une fois que tout était combiné. Voilà, on rassemble tout ça, ça me donne déjà un nuage, une espèce de forme de nuage. En plus de nuages, alors effectivement, si on regarde bien, au final, plus il y aura d'itérations, moins j'aurai de nuages finalement. Et moins j'en aurai, plus j'aurai plus ce sera dense. Enfin, plus ce sera dense et plus il y aura de formes génératives très différentes. Ensuite, il y a un autre sujet qui vient en ligne de compte, c'est qu'effectivement les nuages, globalement, ils sont un peu déconnectés les uns des autres. Donc il y a une notion un peu de couverture, donc ils remplissent pas forcément tout le ciel, sinon on ne verrait jamais notre beau ciel bleu. Donc il y a effectivement des percées de nuages à essayer de retranscrire, et puis après ils ont une espèce aussi de leurs bordures, elles ne sont pas forcément toutes floutées, elles sont un peu plus dures, un peu plus... Du coup il m'a fallu essayer de régénérer cet effet-là. Alors je reste toujours sur Photoshop, mon exemple de Photoshop. Alors tout ce que je vais montrer ici, je l'ai fait en code voilà, JavaScript. Mais du coup, je voulais vraiment vous le montrer sur Photoshop parce que vraiment, il a toutes les composantes pour générer ces mêmes générations. Donc là, je vous montre qu'il suffit, en utilisant juste les courbes de couleurs, je peux faire ressortir un petit peu plus mes formes de nuages et les séparer un peu plus les unes des autres. Alors après, vous pouvez me poser la question, pourquoi tu t'embêtes à le faire en code alors que Photoshop, effectivement, il le fait tout pour toi. Parce que moi, du coup, je voulais effectivement créer mon nuage, mais qu'il y ait une évolution au fil du temps et qu'on retrouve un peu la même forme de mon nuage. Donc dans ma génération, j'ai une espèce de coordonnée que j'ai appelée Z, donc X et Y pour faire mon carré, et l'axe Z qui va permettre d'établir une évolution. Et j'ai pu générer en fait une évolution de mon nuage au fil du temps. Pas au fil du temps, mais une fil d'une progression entre 0 et 1.
Donc à l'état 0, mon nuage il sera à cet état-là. À l'état 0, il sera comme celui-ci. Et en enchaînant chacune de ces frames-là, j'aurai un état différent de mon nuage. Et c'est là que j'ai utilisé une texture 3D en WebGL 2. Alors, vite fait pour en parler, qu'est-ce qu'apporte la texture 3D contrairement à une texture 2D en WebGL? C'est qu'il y a un axe supplémentaire. Donc c'est parfait. Moi, mon axe supplémentaire, c'est l'axe Z qui va me permettre de choisir quel type de nuage je vais utiliser. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, vous pouvez me demander alors pourquoi tu utilises une texture 3D et pas une texture 2D et choisir en 2D quel frame choisir. Alors du coup, le gros avantage d'une texture 3D, c'est qu'il va pouvoir interpoler beaucoup plus facilement entre chaque état de mon nuage. Alors si je reviens un petit peu en arrière, admettons je sois entre deux frames. Si je suis en texture 2D, mon fragment shader ne sera pas en mesure de me dire ah, il faut que j'établisse un nuage entre deux. Il va me mettre pile entre les deux nuages et ça ne sera pas joli. Ce n'est pas du tout l'effet que je veux. La texture 3D sera en mesure de le faire. Il sera en mesure de me créer un nuage intermédiaire entre mes deux états et du coup me donner un effet progressif entre chacune de mes étapes. Et voilà un résultat qu'on voit peut-être pas énormément, mais on voit effectivement notre petite évolution, notre petite forme qui évolue, et qui s'estompe. Bon, c'est pas mal Chris, mais du coup il faut un peu faut avoir un peu plus de volume, qu'on le voit un petit peu plus. Du coup, alors je le montre sur Blender, mais je n'ai pas du tout fait ça à la main. Du coup, j'ai créé plusieurs plans. Donc effectivement, ces nuages sont créés juste sur le plan, un petit carré. J'ai dupliqué ce carré plusieurs fois. Je l'ai déplacé un petit peu légèrement et puis créé, bon, peut-être pas une infinité, mais genre 64 derrière les uns à la suite des autres. Et ça me donne ce résultat. Donc là, si je tourne autour, on voit complètement ma blague. On voit bien que j'ai effectivement mis plusieurs plans les uns au-dessus des autres. Mais en leur appliquant un blending par-dessus, ça me donne déjà cet effet de nuage qui évolue au fil du temps, qui a des formes, des variations différentes. Et voilà. Alors du coup, pour éviter ce genre d'effet, tout simplement, plutôt que le nuage, ma forme de nuage puisse regarder ailleurs que l'utilisateur, j'ai fait en sorte que les nuages regardent tout le temps l'utilisateur, quel que soit son angle de vue. C'est ce qui fait que dans notre expérience, on n'arrive jamais dans ce cas-là, où on voit nos fameuses fences. Alors là, du coup, un autre exemple avec une autre forme de nuage. Du coup, ce qui était cool avec ma génération faite maison, c'est que je pouvais avoir plein de formes. Je pouvais m'éclater est-ce que je peux tester ça, cette forme-ci, cette forme-là. Et du coup, vraiment créer plein de sortes de nuages et choisir à la volée pour les biens de l'expérience laquelle je souhaiterais. Et effectivement, selon le blending, je peux avoir des résultats très différents. Ici, du coup, ça ressemble plus à une espèce de la fumée. Donc, il y a beaucoup plus d'ombrages qui se font sur chaque tuile les unes des autres. Et là, c'est un autre résultat que j'ai obtenu, cette fois-ci en ayant un nombre d'itérations beaucoup plus important. Du coup, ça me donne des nuages beaucoup plus gros et ça donne... Comment? Gros. Ouais, plus gros. Voilà. Non, c'est bien. Je sais plus quoi dire. Et du coup, sur ma montagne, j'ai pu... alors voilà, on utilise beaucoup Blender pour dans tout nos workflows, comme vous avez pu le voir. Et en fait, du coup, je me suis permis de placer... J'ai réutilisé le fichier Blender de Will, il me l'a envoyé gentiment. Et j'ai décidé de placer tous les endroits où il y a un plane, où voilà, il y a un petit carré. C'est un endroit où potentiellement il y aura un nuage qui sera placé. Donc ici, on voit ici tous les clouds 1, 2, 3, 4, 8, tous mes nuages différents avec leur placement, orientation, scale, etc. Et après, moi, je suis allé un peu plus loin, genre, il y en a qui s'appellent Cloud 1, d'autres Cloud 5, Cloud 8. Du coup, ces numéros vont permettre de dire quel fichier de nuage je vais utiliser à la volée. Voilà. Et dans mon script, je suis en mesure de déterminer quelle texture prendre. Et alors, une fois que mon nuage est créé, que j'ai pu avoir plein de nuages,
Alors effectivement, quand on a plein de nuages, ça reste quand même très compliqué de remplir l'espace. Et surtout, le problème quand même qu'on a, c'est qu'effectivement, en empilant beaucoup de nuages comme j'ai pu le faire, on peut avoir des problèmes d'overdraw. Donc le problème d'overdraw, c'est vraiment le fait de pouvoir dessiner énormément de plans avec du blending par-dessus. Plus on en fait, et plus on voit nos FPS chuter à l'œil, ce qui est un peu triste. Du coup, il faut essayer de trouver d'autres blagues à faire pour que l'utilisateur ne voit pas toutes nos supercheries. Et le fog en fait partie. C'est l'une des meilleures blagues qu'on puisse faire dans le monde du WebGL en tout cas. L'un des effets qui est absolument génial avec le fog, c'est donner l'effet d'échelle. Donc effectivement, le fog, c'est vraiment le brouillard. On ne voit pas devant soi. Ça donne l'impression que ce qui est devant nous est très grand, très infini. On n'est pas en mesure de déterminer le fond de notre montagne et ce qui a des bordures finies. Donc du coup, ça va nous pousser à l'exploration, à aller voir jusqu'où je peux aller. Et voilà. Et du coup, effectivement, ça peut restreindre le champ de vision de l'utilisateur. Pas de la caméra plutôt. Et ici, on utilise par exemple un premier fog. Donc il y a plusieurs techniques de fog. On en a utilisé deux dans notre cas. La première, c'est la plus simple. C'est en fonction de la position de la caméra. On peut définir une espèce de distance sur laquelle la brume va apparaître. Alors ici, ma caméra est placée sur l'extrémité. Et on voit que plus je regarde au loin, moins je vois de choses. Moi, c'est distinct. Je vois plus la silhouette de la montagne. Ici, on a utilisé une deuxième forme de fog qui, lui, réagit un petit peu différemment. En fait, on va dire que c'est presque l'opposé. C'est qu'en fait, dans les creux, dans les fameuses vallées de nos montagnes, il va créer du fog. Ce qui fait que plus on va densifier, plus on aura cette impression d'être très haut, vraiment dans les très hautes montagnes et pas forcément en ville ou en bas de la montagne. Alors tout ça combiné, ça nous donne les intentions que j'ai pu citer auparavant. Donc c'était cette idée de monde infini, qu'il n'y a pas de bordure, de casse au niveau de notre montagne. Et alors j'espère que ça vous pousse à l'exploration en tout cas. Et je vais laisser Will du coup aborder le dernier point qui est la caméra. Merci. D'ailleurs, un petit aparté sur le dernier fog, c'est Grégoire qui a montré un schéma. C'est pareil, c'est le même document. C'est la seule rendez que vous pouvez avoir avec ce que vous a montré Grégoire en théorie. Du coup, la caméra. On a une scène qui est, du coup, il y a de la vie dedans, c'est rendu, c'est cool. Mais maintenant, il faut pouvoir se balader, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, dans un premier temps, du coup, on a fait des chemins. Donc, pareil, on a fait du Blender. Bon, c'est pas une pub pour Blender. Vous pouvez faire n'importe quoi, du CKD, ce que vous voulez, même du Illustrator, on a fait ça, Illustrator. Vous pouvez exporter quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on voit en orange. On a plusieurs chemins. Et ici, on a j'ai fait du coup un nouveau script pour pouvoir tout exporter dans un format binaire. Donc pourquoi pas un format JSON parce que c'est plus lourd. Du coup, en format binaire, on va vraiment pouvoir juxtaposer les positions X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Vu qu'on sait comment on les encode en binaire, en JavaScript, on peut du coup les décoder. On sait que c'est X, Y, Z, X, Y, Z. Il n'y a pas de souci. C'est moins lourd, je crois que ça fait genre 400 octets. Voilà. C'est pas mal. Et du coup, pour visualiser tout ça, il faut du coup les mettre en WebGL. Ça nous donne ça à peu près. Donc là, mais visuellement, on sait où la caméra va aller et comment on peut se dire, attends, là, on va switcher du chemin 1 au chemin 3 et après on va au chemin 2, etc. Parce que lui, il va plus en hauteur, lui, il va plus faire un tour. Donc pouvoir visualiser vraiment les datas, c'est ultra important dans des scènes.
Après, hop. On peut se balader. Alors après ça, on avait du coup le vent de Florentin. Et un vent, une caméra qui se balade dans une montagne, je doute qu'elle reste sur son axe tranquillou à faire sa vie. Donc on a décidé de faire un shake, un squash, shake. Enfin un shake sur la caméra qui va perturber en fonction de la puissance du vent, ça va plus ou moins perturber la position. Donc pour ça, plusieurs techniques. Un bruit, ce que nous a montré Chris, le nuage de points. Si on le visualise, ça fait un truc comme ça, au fil du temps. Donc ça fait vraiment, donc là donc chaque point, à chaque frame, va prendre un nouvel offset qui est complètement random, qui a aucune corrélation avec la précédente valeur. Donc ça fait plus si on devait brancher ça sur une caméra, ça ferait un effet d'explosion par exemple. Alors, une explosion, je ne vais pas vous l'animer, mais bon, on bouge beaucoup quoi. Mais pas à l'aise. Du coup, pas top. On change de technique, on revient au noise parce qu'on a beaucoup parlé et c'est quand même cool le noise. Et ça se contrôle beaucoup mieux. Du coup, on a pu brancher des paramètres d'amplitude, de vitesse et de scale. Donc du coup, le scale, ça va permettre de faire des fréquences beaucoup plus éloignées, beaucoup plus grandes. Et la vitesse. Donc ça, on branche au vent. Ça me donne quelque chose comme ça. L'explosion. Une explosion aussi. Donc c'est vraiment avec un petit grain de sel comme ça. Et faut vraiment faire ça tranquillement, bien ajusté. Sinon on peut vite partir dans des trucs, voilà. Et un petit bonus du coup parce que maintenant on a tous nos chemins de caméra qui sont sur Blender. Ils sont superposés sur les tiles. Donc ça fait qu'on sait exactement où on va passer. Donc là, on revient à World Machine. Donc on avait exporté des tiles en 2K. Enfin, quand on se rapproche, du coup, on s'est rendu compte quand même que quand on était prêt, c'était pas top au niveau qualité. On voulait vraiment avoir un rendu plus précis. Du coup, il fallait des textures plus grandes. Donc forcément, si on fait 64 tiles de 4K, ça va faire beaucoup. Rien qu'à générer, ça va prendre 2 jours. Du coup, on a vu. Donc là, la petite map de tiles correspond vraiment au fichier Blender. Et donc du coup, on sait qu'on a un pass à droite, à gauche, en bas. Ça fait un peu un Tetris. Ce qui donne du coup... alors, on recommence. Échappe. Contrôle de gauche. Flèche de gauche. Voilà. Ça chauffe. Donc là, on va vraiment voir le switch. Si vous regardez à gauche, dès que c'est loadé, ça va vraiment apporter un plus. Bam. Plus de détails. Et du coup, c'est ultra optimisé, c'est un DDS, pareil. Mais on n'a pas à faire 64 fois le dessin. Donc on va vraiment pouvoir rendre par zone du détail. Voilà, on va se remettre un petit coup pour la route. Voilà, quand tu actives le son, par contre. Ah, ça marche pas. Ça. Ah, ça marche trop bien. Voilà. Du coup, donc en WebGL, on voit qu'on se rapproche de plus en plus du développement graphique, petit à petit en fait. Le WebGL était très en retard jusqu'à maintenant. Il y a plein de, et il y est encore toujours
En fait, il y a plein de fonctionnalités qui manquent avant d'avoir un rendu digne des jeux vidéo. Donc, qui vont arriver donc, dans le WebGL 2. Et comme le transform feedback, le multi-render target, dont Nicolas vous a parlé tout à l'heure. Mais ça arrive et du coup en fait vu que le WebGL est en retard, ça permet en fait d'avoir beaucoup de ressources en plus en fait parce qu'il y a déjà plein de problèmes qui ont été confrontés les développeurs graphiques OpenGL, donc OpenGL ou Vulkan ou Metal qui ont beaucoup plus d'années d'expérience derrière ces technos beaucoup plus riches, qui ont plus d'expérience. Et donc du coup il y a beaucoup de ressources sur des sujets ou des développements précis. Il y a GPU Gen qui est très intéressant, où il y a plein de techniques de NVIDIA. Il n'a pas été mis à jour récemment, mais il permet d'avoir de bonnes ressources comme la profondeur de champ qui est l'implémentation de GPU Gen et plein d'autres tips qui sont intéressants à avoir en fait. Et toujours valable en WebGL. Moi, j'ajouterais un petit bonus encore. Ce que tu veux dire, Florentin, c'est que oui, il est vrai déjà que en WebGL, effectivement, on a un petit retard. Et en même temps, nous, on trouve des astuces pour pouvoir combler ce retard. Mais au final, c'est vrai que ce retard, il finit pas de combler par beaucoup d'outils qu'on se crée au fil du temps. Par exemple, nous, on a pu créer Naniro qui permet finalement de fluidifier un peu toutes ces courbettes qu'on peut faire, toutes ces choses un peu, on va dire un peu exotiques qu'on peut se permettre de faire et du coup se simplifier la vie et rendre la chose plus aisée. Et c'est du coup, si je reviens au rôle même du développeur dans ce genre de développement, il faut qu'il soit curieux. Alors effectivement, ça demande d'être vraiment très curieux, prendre le temps. Effectivement, ça peut arriver qu'on ait des jours entiers où on a effectivement un rendu absolument noir, on ne voit absolument rien. Un écran noir. Un écran noir très classique chez WebGL, c'est magnifique. Mais il faut creuser, il faut trouver des outils, il faut innover. WebGL, malgré tout, il permet d'innover. C'est peut-être ça son avantage, c'est malgré son retard et ses limitations, finalement, c'est en étant limité qu'on se permet d'observer plus de choses et se dire peut-être que j'ai pas besoin de faire comme certains ont pu faire jusqu'à présent, peut-être que je peux trouver d'autres techniques, trouver d'autres idées, tester d'autres choses. Et je pense que c'est ce que vous avez pu voir tout du long ici au gros, c'est que finalement on se gratte la tête énormément. Je crois qu'on a tous au moins nos cheveux blancs, d'autres qui en perdent. Excusez-moi. À force de réfléchir et de s'y intégrer. Il n'y avait rien de méchant. D'autres qui en perdent vraiment à chercher, à trouver des techniques, à améliorer tout ça et du coup pouvoir créer des expériences vraiment pleines et très riches, quoi. Et voilà. Donc je vous pousse à vous intéresser et à continuer à innover. Non. Attends, je vais où là? Alors c'est à droite? C'est à droite. Tu fais play. Et tu fais merci. Merci. Voilà.